Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les présents en streaming et au monde virtuel de Safari. J'espère que tout le monde va bien. Je suis là pour raconter un petit peu mon histoire et parler très spécialement de la prise de parole en public. En tout cas, en ce qui me concerne, ma première prise de parole en public était pour un casting en théâtre. Eh bien, je n'ai pas pris ma place, on ne m'a pas choisi ce jour-là. Et ma deuxième prise de parole en public était pour présenter le mot des bacheliers pour la fin d'année. Et encore une fois, j'ai foiré apparemment. Pourtant, j'étais persuadée que j'ai vraiment bien réussi mon mot. Eh bien, on m'a dit à la fin que je n'ai pas réussi cette prise de parole parce que je ne regardais pas mon public. J'avais un petit peu un calepin, un cahier qui cachait mon visage. Et pour ma troisième prise de parole en public, c'était à la première année de fac. J'étais en première année de fac d'anglais et je devais expliquer un nouveau concept anglo-saxon où j'ai vraiment foiré encore une troisième fois. Cette fois-ci, c'était parce que j'ai oublié le contenu de ce que je voulais parler. Pourtant, j'avais répété à peu près 17 fois la veille. Je connaissais très bien mon contenu par cœur. J'avais très bien compris le concept que je devais expliquer et malheureusement, j'ai foiré à cause du stress, du trac et du manque de connexion avec les personnes. Bien sûr, c'était dans un grand amphi, il y avait plusieurs dizaines, voire plus, d'étudiants qui devaient m'écouter et j'avais oublié au moins la moitié, voire le 2/3 de ce que je devais parler. Ce jour-là, j'avais 19 ans et j'avais décidé, mais c'était catégorique et final, que la prise de parole en public n'était pas faite pour moi. C'était tout simplement une activité sans doute faite pour certains et certaines qui aiment ça ou qui sont faits pour ça. Et je me suis recalée vraiment au backstage, si on peut appeler ça comme ça, dans le silence, dans la sécurité, pendant au moins 10-15 ans. Vraiment, pendant 10-15 ans, ma décision était prise, ma croyance était très claire, comme quoi je ne peux pas, je ne suis pas faite et je ne suis pas apte à réussir une prise de parole en public. Ce jour-là, quand j'ai pris cette décision-là, qui est devenue d'ailleurs une croyance pendant 15 ans à peu près, je ne savais pas que plus tard, ça allait devenir mon métier. Je ne savais pas plus tard, j'allais animer des conférences pour plusieurs centaines de personnes. J'allais les réussir tout en accrochant mon public, tout en continuant à faire ça, à prendre goût et à comprendre pourquoi et à comprendre comment faire. Et finalement, aujourd'hui, j'en fais mon métier. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Faiza. Je suis coach de vie, facilitatrice et formatrice en communication orale. Ma mission aujourd'hui, c'est de rapprocher la prise de parole, la rendre accessible, mais pas seulement, la rendre aussi très claire et accrochante. Parce que je suis intimement convaincue que tout le monde peut prendre la parole en public et réussir ses présentations. Comment ça a commencé ? Eh bien, c'était une route douloureuse au début. C'est vraiment quand j'ai décidé de me prendre en main, de me lancer, de trouver ma voie, entre parenthèses, et de trouver un vrai travail, ce qu'on appelle l'entrée, la vraie entrée dans le monde entrepreneurial ou dans le monde professionnel. Eh bien, j'ai fini, à un moment donné, par bégayer grandement dans une grande réunion de travail qui était très simple, très cosy, très à l'aise en fait avec des personnes qui étaient présentes. Et là, bien sûr, c'était un petit peu la conclusion de ce qui m'est arrivé. Le bégaiement est venu me dire « Stop, il y a quelque chose qui ne va pas ». La prise de parole en public, c'était pas pour moi, encore une fois, mais là, c'était alarmant parce que c'était un état, si vous voulez, psychologiquement, émotionnellement très difficile et dur à accepter. Et j'ai commencé à me poser plein de questions. Des questions de l'ordre: pourquoi est-ce que j'ai bégayé? Je ne connaissais pas ça à la base. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à exprimer mon avis? Très simplement. Pourtant, l'ambiance, elle était très amicale, les gens vraiment bienveillants. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à explorer qu'est-ce qui empêche qu'une personne qui sache parler, bien sûr, qu'est-ce qui l'empêche d'exprimer clairement son point de vue, son opinion, ses avis? Qu'est-ce qui l'empêche d'exprimer, d'expliquer quelque chose qu'elle maîtrise bien, qu'elle connaît bien? Qu'est-ce qui l'empêche à regarder les autres en face? Et c'est là où toute ma route a commencé, en allant explorer
Vraiment ce domaine de la communication orale, des mots, de la tonalité, de l'attitude, des gestes, c'est surtout la difficulté de comprendre comment est-ce qu'on peut gérer notre émotion. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que notre communication soit très claire et percutante. Donc, je suis allée comprendre pourquoi, quand on veut prendre la parole en public, on peut souffrir de rougissement, on peut souffrir d'une gorge sèche, on peut avoir mal aux bras, mal aux épaules, on peut trembler, on peut avoir les mains moites, on peut avoir le dos complètement trempé de sueur. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir les mots? Pourquoi on a des trous noirs? Pourquoi on n'arrive pas à rebondir quand on a oublié un mot, quand on a oublié une idée? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et ça m'a menée vers, toute une exploration, la rencontre de plein d'informations très liées à l'expression orale. À ce niveau-là, j'ai pas lâché, j'ai été, vraiment continuer à fond dans mes recherches et qui a fini donc par me mener vers une conférence pour 200 personnes. C'était pour moi le défi pour commencer quelque chose, une route quelque part et je l'ai accepté à un moment donné. Je me suis dit: «Bah, si c'est le courage qui me manque pour faire quelque chose qui me fait vraiment peur, eh bien je le ferai sans le courage». Et j'ai été explorer ces pistes-là, à savoir que la première fois, cette conférence, ça s'est très, très bien passé. On m'a reconduit vers une deuxième conférence et le nombre augmentait à chaque fois dans le public. Donc 300 personnes pour la deuxième fois, 500 personnes en salle pleine à craquer pour la troisième fois. Et là, je me suis dit, avec l'énergie que le public me renvoie, avec tous ces rendements et toute cette force aussi, cette énergie qu'on ressent quand on a pris la parole en public face à notre auditoire, et ben on se dit, c'est que je détiens quelque chose et je n'ai pas envie de le garder pour moi. Et là, je me suis dit que j'aimerais partager tout ça avec les personnes qui le souhaitent. C'était un peu, si on veut, le lancement, où on commence vraiment à investir sur soi, à se former, à comprendre comment on peut, lancer notre produit, comment on peut en créer quelque chose de valorisant, d'une valeur qui peut apporter aux autres ce fameux changement ou ce fameux, heu, on va dire transport, aller sur la route d'un point A vers un point B et j'ai appris sur la route à comprendre que 75 des personnes qui prennent la parole en public sentent en tout cas une gêne, une peur, une difficulté qui les empêche à le faire et ça reste un défi. Pourquoi? C'est lié à plusieurs explications qui peuvent être, d'ordre social, qui peuvent être d'ordre personnel, qui peuvent être liées vraiment à la personnalité intrinsèque de chaque, orateur. Il y a 1001 raisons qui empêchent la personne qui prend la parole en public d'être à l'aise, d'être, en confiance, sûre d'elle et qui va de l'avant vers son public. Cette, cette compréhension m'a menée quand même à encore réaliser quelque chose, un autre chiffre qui vient sur la route et qui dit que 20 des personnes, eh bien, ils ressentent de l'anxiété sociale, ce qui peut se transformer dans certains cas vers une phobie sociale, ce qui les met en grand danger et en grande difficulté quand ils sont face à des gens qui les regardent, qui les écoutent. Et c'est là où se manifeste cette difficulté à prendre la parole en public. Qui dit 20 de la population mondiale dit des centaines et des millions et des milliards de personnes qui ont une grande difficulté à prendre la parole. Qui dit 75 des gens n'arrivent pas à la prendre d'une manière facile, dit qu'il y a d'énormes chances à ce que presque vraiment tous ceux qui m'entourent, eh bien, ils ont la même difficulté que moi. Et comme j'ai réussi quand même à un moment donné de braquer, de monter sur scène et de réussir ma prise de parole en public, je me suis dit qu'à ce moment-là, il y a quelque chose à mettre en place et il y a quelque chose à faire partager. Il s'agit d'abord de savoir créer un produit, de savoir mettre un objet, le concrétiser,
puis créer une stratégie derrière qui permettra aux gens qui nous entourent, puis à se faire connaître, puis à faire connaître notre projet aux autres. Et après, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Eh bien, on expérimente, on essaye, on propose, on essaye après d'ajuster, d'améliorer notre produit et puis par la suite d'adopter ce que nous avons mis en place pour que ce soit le plus utile, le plus percutant pour notre public ou nos clients. Pourquoi parler en public est si important? J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs au cours de ma route, qui est pas très longue d'ailleurs. Je me suis lancée il y a à peu près 2 ans maintenant, 2 ans dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, la prise de parole, ça date, ça remonte à un petit quelque temps quand même et ce sont surtout des personnes qui, aiment entreprendre, qui, sont dans des startups. C'est ce que en tout cas, c'est ce qu'on fait aussi, quand on est entrepreneur, des bilans tout le temps de nos clients et on remarque qu'ils viennent vers nous. Qui vient vers nous, pour moi en tout cas, c'est des personnes qui portent un projet, c'est des personnes qui ont de l'innovation et qui n'arrivent pas, peut-être à la mettre en valeur, ou c'est des personnes qui ont du mal à rencontrer l'autre et à aller parler très clairement de soi. C'est une difficulté de parler de soi. Ça reste une usure quand même. C'est une mise à nu envers les gens, envers les autres et ça reste une difficulté humaine très connue et reconnue d'ailleurs maintenant partout dans les études scientifiques et psychologiques, parce que la peur de parler en public, eh bien, elle est liée à 4 peurs très intrinsèques et très, collées dans la nature humaine. Il y a la peur de se dévoiler. Vous savez, cette peur où j'ai peur, que l'autre me prenne pour une, superficielle, j'ai peur, de me dévoiler, de s'ouvrir vers l'autre, j'ai peur qu'on me prenne pour une idiote, pour une je ne sais pas, comment est-ce qu'ils vont me voir? Est-ce qu'ils vont m'aimer ou pas? C'est vraiment une peur très liée au jugement, au regard de l'autre. Après, on a la peur d'être accepté dans un groupe ou dans un cadre ou dans n'importe quel endroit où on a envie en fait d'être pris comme nous le sommes à part entière et le fait de parler va montrer de nous un côté qu'on n'assume pas peut-être à 100% et donc on a peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé et pris à nos justes valeurs. Et après, il y a la peur de s'affirmer, de dire non, par exemple. Ça peut être la peur de tout simplement émettre son avis tel qu'il est, parce que parfois c'est pas OK. Nous sommes dans une société aujourd'hui où tout le monde doit être au top. Tout le monde doit courir derrière la réussite, derrière la manière la plus naturelle et la plus forte possible. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à échouer. Il y a une énorme pression dans la société aujourd'hui qui dit qu'on doit absolument monter, 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 continuer à monter. Et ce qui crée des énormes pressions sur tous les êtres humains à tous les niveaux. Donc, la peur d'échouer, c'est aussi une peur qui fait partie de cette difficulté de prendre la parole en public. Et donc, si on entoure et si on englobe toute cette peur-là dans une seule peur, eh bien, ils se manifestent tous dans la peur de prendre la parole en public. Donc, c'est une peur à ne pas prendre au léger. C'est vraiment quelque chose de très usant, de très difficile. Et puis d'ailleurs, comme c'est pas pris au sérieux dans la société, cette anxiété sociale, elle n'est pas forcément prise en charge et il n'y a pas forcément de, si vous voulez, de méthode ou de, on va dire, un médicament, entre parenthèses, pour y remédier. Pourtant, c'est une vraie, vraie difficulté, hein. Les gens qui n'arrivent pas à prendre la parole en public, c'est des personnes qui sont en grande souffrance parce que parfois, ils peuvent aller à côté, mais juste passer à côté d'une super opportunité et puis ne pas la voir seulement parce qu'il y a un mot qui leur manquait, seulement parce qu'il y a une émotion qui a pris le dessus ou simplement parce qu'ils ont choisi d'être plus dans la sécurité, de se cacher derrière quelque chose qui permet pour eux d'être tout à fait dans leur zone de confort et de ne pas sortir de ce qui peut user et vraiment utiliser leur fort intérieur et ce qui peut les mettre en danger. Donc, ça reste quelque part une réaction tout à fait naturelle. C'est ce que j'essaie en tout cas d'expliquer tout le temps à mes clients. Le stress, le fameux stress de prendre la parole en public, c'est une relation entre nous et nous-mêmes.
Parce qu'il faut savoir une seule chose, c'est que les émotions ne nous mentent jamais. Il faut faire confiance à ces émotions en général. Et les émotions, ils nous conduisent vers notre état intérieur et nous donnent des indices sur ce qu'il faut faire, sur pourquoi on est dans cet état-là, pour aller explorer, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, etc. Il se trouve que la peur de parler en public est la deuxième peur humaine après celle de la mort. Si on ne compte pas les grandes maladies, la peur par exemple des animaux dangereux, mais ça rentre et ça s'englobe encore une fois dans la peur de la mort. Parce que forcément, quand on est un être humain, on tient absolument à sa vie. Et donc la première, mais vraiment ce qu'elle est, la première peur humaine, c'est celle de la mort. Et celle qui vient de suite, juste après, c'est celle de la prise de parole en public. Donc c'est une peur qui n'est pas négligeable. Et c'est une peur humaine et tout à fait une réaction naturelle que l'être humain a face à un danger ou à une difficulté. Et puis pourquoi? Tout le monde me demande mais pourquoi et comment on fait? Ce qui se passe, c'est que c'est quand même ça reste une réaction biologique. Le corps, il est programmé et il est fait pour réagir quand il y a un danger. Donc, dès que lui, après, bien sûr, le pourquoi et comment on met en place, ça demande du travail. Mais comment est-ce qu'il se met dans cet état-là? Eh bien, c'est suite à directement au sentiment de danger que le cerveau est en train de traduire. Et donc, il va donner directement des signaux comme quoi, eh bien, les mots moites, les mains moites, le tremblement, etc. Mais pourquoi? Eh bien, quand on a les mains moites, on a forcément... on va pouvoir les bouger et quand on va les bouger, eh bien, on va les aérer quelque part. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le corps, il te donne l'énergie suffisante et qui est donc dans ce cas de figure d'extrême danger, c'est une énergie supplémentaire qu'il a besoin de déployer pour pouvoir réussir sa prise de parole en public. Malheureusement, quand on ne l'a pas compris, nous, on se met dans une zone de sécurité. Donc, on va aller se cacher, on va choisir la fuite, etc. Sauf que si on met en place toutes les stratégies, tous les outils et tout ce qu'on a pu comprendre, si on est accompagné et si on sait comment est-ce qu'on prend la parole en public, comment est-ce que je peux réussir, qu'est-ce qui me fait peur le plus? Est-ce que c'est plutôt le regard? Est-ce que c'est plutôt le déploiement des mots que je n'arrive pas à dire exactement? Tout se décline. Et dès qu'on a mis le point sur ce qui ne va pas, eh bien, on a tout de suite des solutions à mettre en place. Et bien sûr, ça ne vient pas comme ça tout naturellement en restant assis sur sa chaise. Il y a tout de suite après des exercices à mettre en place et des expérimentations. Il faut respecter la nature de l'être humain qui va par étapes et qui, avec l'aide, peut-être parfois avec l'aide de personnes, de coachs ou autres, peut le mettre sur les pistes, ainsi qu'il pourra aussi le faire tout seul, mais s'il a envie de gagner du temps, il peut être tout à fait accompagné dans ce rôle-là. Et ce qui marque énormément dans cette aventure, si je peux appeler ça l'aventure de la prise de parole en public, c'est que les personnes, quand ils viennent explorer et de dire, mais voilà ce qui m'arrive quand je suis face à un public, voilà ce qui m'arrive, comment est-ce que je perds mes moyens, pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourtant j'arrive à me débrouiller dans la vie normale, je suis quand même plutôt sociable, je suis quand même plutôt, etc. Bah, ce n'est pas en rapport avec ton aisance sociale, ce n'est pas non plus en rapport avec tes capacités, on va dire, intellectuelles, c'est surtout en rapport avec ton bagage, ton expérience, ta vie. Chacun sa vision du monde selon le monde qu'il a vécu lui, selon les expériences qu'il a pu mettre en place et qu'il a pu rencontrer au cours de sa vie. Que ça soit dans l'enfance, que ça soit pendant un courant, je sais pas, une période où il était en recherche professionnelle. Ça dépend des rencontres, de la société, de groupes d'amis dans lesquels il baignait. Ça peut être vraiment tout et c'est surtout lié quand même à une grande partie à sa confiance en lui et à sa vision à lui-même. Moi, ce que je remarque en tout cas chez toutes les personnes qui viennent me voir pour pouvoir vraiment débloquer ce point-là et mettre en avant toutes ces techniques et outils, d'ailleurs, je tiens à dire aussi que certaines personnes viennent me voir tout simplement pour
apprendre comment est-ce que je peux accrocher mon public, comment est-ce que je peux monter et mettre en place une belle formation accrochante. Vous savez, on se rappelle toutes et tous de ce professeur ou de cette maîtresse qui a été extrêmement égayante, qui a été extrêmement émotionnelle et avec qui on apprenait tellement cette matière qui, pas par rapport à la matière, parfois la matière elle peut être tout à fait ennuyeuse, mais on garde de très beaux souvenirs et parfois même de souvenirs de contenu suite à la personnalité et la manière dont le professeur ou la maîtresse proposait, expliquait le contenu, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des techniques dans lesquelles on peut accrocher notre public. Je peux vous citer plusieurs des exemples. Je peux vous parler par exemple de monsieur N, je ne vais pas citer des noms, qui est venu présenter sa start-up, son idée très innovatrice et vraiment viable face à un groupe d'entrepreneurs. Il est venu expliquer, lui c'est un homme, et il est venu expliquer pourquoi une huile, par exemple, contre les vergetures est d'une provenance tout à fait naturelle, peut être très bénéfique aux femmes, en grossesse, post-accouchement, etc. Il a montré tous les points positifs d'un produit très viable, avec les prix, le respect de l'environnement, l'emballage, le contenu et tout ce que vous voulez. Vraiment, le produit, il était nickel. Qu'est-ce qui lui manquait? Il me manquait la manière dont on pouvait vendre ce produit-là. Quand on parle de la manière, on parle du rêve qu'on peut donner à nos consommateurs. Comment est-ce que je donne envie à mes consommateurs à vendre ou à acheter un tel produit? Comment je donne envie à ce consommateur-là à aller direct vers mon produit et pas celui de mon voisin? Pourquoi est-ce que je peux vous garantir que ce que je vends est vraiment pour vous? L'art et la manière de présenter, l'art et la manière de raconter l'histoire du produit, eh bien, c'est ça où il devait travailler. Et c'est ce qui lui manquait pour convaincre. Même si j'aime pas le mot convaincre, je vais peut-être vous l'expliquer aussi au courant de cette conférence. Les personnes qui viennent me voir, ils viennent me voir pour plusieurs raisons. Quand on est formateur et qu'on a envie de délivrer un contenu vraiment très clair et accrochant, donc on a envie de partager nos connaissances. Ça s'apprend. Quand on veut aller à la banque et qu'on veut persuader notre banquier que notre projet est viable et qu'il est carrément canon pour pouvoir obtenir de l'aide, on a besoin d'apprendre à parler dans ce cas-là. Quand on est dans un ascenseur et qu'on a seulement 30 secondes, au maximum 1 minute pour se présenter en tant qu'auto-entrepreneur, chef d'entreprise ou vraiment à la tête d'une start-up, qu'est-ce que tu peux dire? Quels mots tu choisiras? Et vers où tu vas aller? Comment est-ce que tu vas structurer ta présentation alors que tu n'as que 30 secondes? Ça s'apprend. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand je veux incarner mon projet, quand je veux parler de ce que je présente, comment est-ce que j'incarne, moi, Faiza, le projet d'une formation autour de la prise de parole en public? Comment est-ce que je vais persuader la personne qui m'écoute à ce que je rêve, à ce que je crois d'une manière très accrochante? Ça s'apprend. Il y a des méthodes et des manières. Même si c'est certain, et j'en ai connu aussi des gens qui sont plutôt à l'aise à parler en public parce qu'ils ont leurs petites techniques, ils ont acquéri des petites choses, il va rester quand même les outils, les manières de pouvoir être appelé, par exemple, la veille pour présenter une conférence comme ce que je fais. Là, aujourd'hui, j'ai été appelée la veille, par exemple, pour donner envie aux auto-entrepreneurs ou aux futurs auto-entrepreneurs à prendre la parole en public d'une manière aisante, d'une manière accrochante. Comment est-ce que je réussi à mettre en place une présentation très claire, très abordable, très proche, avec des outils qui me permettent de rester zen, de rester moi-même et de pouvoir faire rêver et amener les autres vers ce que je suis et vers ce que j'ai actuellement. Une autre histoire, quelqu'un qui est très doué pour la vente, un grand commercial au Canada qui a fait appel aussi à mes services. Il était sur la tête d'une start-up, d'une belle innovation d'ailleurs, je pourrais vous partager ça par la suite, une nouvelle application au Canada qui permet
qui permet de nouvelles fonctionnalités, on va dire, en ce qui concerne la problématique de la perte d'alimentation ou la perte de contenu alimentaire. Et c'était pour dire stop au gâchis alimentaire. Et donc, son projet était tout à fait prometteur. C'était quoi son problème? Dès qu'il s'approchait des autofinan enfin, dès qu'il s'approchait des financeurs, il commençait à trembler. Il commençait à perdre ses moyens et il pouvait, pas, on va dire, délivrer son contenu d'une manière vraiment aisée. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se passe que, le projet est viable et l'idée, elle est, complètement innovatrice et le projet en lui-même, il est prometteur. Il manquerait juste l'aisance orale de cette personne-là qui est à la tête de la start-up pour pouvoir délivrer son message. Et dans ce cas-là, vous allez forcément avoir besoin de tout ce qu'on peut mettre en œuvre à ce moment-là pour pouvoir comprendre et faire comprendre aux autres que votre projet vaut le coup et que votre projet est celui que les autres peuvent choisir et il a réussi. Et il a réussi en mettant en place donc toutes les techniques et toutes les choses qu'il peut rendre évidentes lors d'un pitch commercial. Même le pitch commercial, ça s'apprend, c'est pas donné pour tout le monde et il contient des petits tips et des petites stratégies, chacun à sa sauce, pour pouvoir attirer l'œil et l'esprit des personnes qui vous écoutent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la prise de parole en public? Vous allez en avoir même besoin pour monter des collectes, des fonds de collecte, vous savez, parce que la communication, elle passe par les mots, mais elle passe beaucoup aussi par les gestes. Et pour monter des collectes, aujourd'hui, il est absolument prouvé que pourquoi passer une vidéo, par exemple, elle est carrément plus attrayante que d'écrire un texte, même si c'est un copywriter très professionnel qui a écrit ce texte-là. Eh bien, ça reste la magie, on va dire, de l'image qu'on va ajouter à la voix, qu'on va ajouter aux gestes, à savoir que tout ce qu'on peut mettre comme mots dans une conférence, tout ce qu'on utilise, là, tout ce que j'ai mis comme mot, moi, dans cette conférence-là, il va certainement être oublié parce que, en général, la mémoire, elle est très intéressante. Elle est très intelligente. Elle est aussi très paresseuse. Ça, c'est un peu le mode de fonctionnement d'un cerveau humain. Et à partir du moment où on a assisté à une conférence, en général, on ne se souvient pas un an plus tard du contenu ou des mots que la personne a utilisés. On ne se souvient pas de ce qu'il a raconté ou de ce qu'il a apporté. La preuve, si on revient un petit peu en arrière et qu'on essaye, par exemple, 10 ans ou je ne sais pas moi, 15 ans, 20 ans, 1 an plus tard d'un contenu, on ne se rappelle pas forcément de ce qu'il y avait à l'intérieur de la matière qu'on a utilisée. Par exemple, si je vous demande des questions basiques sur les leçons de géo ou d'histoire ou de philo, peu importe ce que vous voulez en contenu qu'on a étudié en lycée ou collège, on ne va pas forcément se rappeler de ce qu'il y avait en contenu. Par contre, ce qu'on va garder en tête, c'est toutes les émotions qu'on a ressenties le jour où on a écouté le contenu. Vous savez, dans mes conférences, ce que je fais, ce que j'ai instauré en tout cas au tout début, c'est un retour à chaud. Donc j'accueille souvent les personnes pour me donner leur retour directement après une prise de parole. Et puis j'essaye aussi de les contacter les mêmes 1 an plus tard pour voir qu'est-ce qu'ils ont gardé de mon contenu. Eh bien, ça a tout simplement apporté plus de précision dans les études que je mène par rapport à ce domaine-là, à savoir 93% compte vraiment 93% de ce qu'on de l'impact qu'une prise de parole en public peut donner, eh bien, elle se base sur la communication non verbale, sur la communication vocale, c'est-à-dire la tonalité, la voix, le corps, comment il a été utilisé, est-ce que les mains ont été mises en évidence, comment les yeux ont été à ce jour-là. 93% compte pour le non-verbal, contre 7% seulement pour le non-verbal, alors que je vous dis que le choix des mots, il est extrêmement important. Ça reste quand même un impact que de 7%. Dès que la personne se sent comprise,
à partir du moment où elle a, trouvé, sa douleur, elle a trouvé ses solutions et cetera, elle est convaincue qu'elle veut et qu'elle peut, investir en elle-même, que ça soit en temps, que ça soit en argent, que ça soit en volonté, que ça soit, en expérience. Elle est convaincue et à partir de ce moment-là, elle investit en elle-même et finalement, elle réussit quand même son projet de prise de parole en public. Certains ont absolument envie et besoin de mettre en pratique, par exemple, une formation, de mettre en évidence un projet, de mettre en évidence, juste un pitch commercial qui peut durer parfois 1 minute, ça peut durer 15 minutes si c'est une présentation d'un projet ou d'une entreprise et puis parfois, le pitch commercial, il peut carrément durer, 2 heures, voire une journée, si on a envie d'explorer le plus possible autour de la société. Comment choisir ses mots? Comment accrocher mon public? Comment faire en sorte que personne ne s'ennuie pendant ma parole? Comment est-ce que je fais pour que tout le monde sorte avec une belle humeur, avec, le sourire, la banane et comment est-ce que je fais pour qu'ils gardent le maximum possible, en mémoire, dans la tête, tout ce que je suis en train de leur dire? Tout ça, ce sont des techniques qu'on peut mettre en place et toujours en respectant la personnalité de l'orateur, la nature de l'orateur, ainsi que la nature aussi humaine du cerveau et de son fonctionnement à travers la connaissance des mécanismes cérébrales, ce qu'on appelle les tendances comportementales, les tendances naturelles comportementales chez son public. Et quand on a compris comment ça opère, eh bien, il suffit de savoir poser les questions orientées objectifs et de se dire, bah tiens, ça, c'est des questions stratégiques auxquelles mon public s'attend. Ça, c'est ce que je dois mettre en place pour que mon public puisse être tout à fait enchanté, content de me connaître et de me rencontrer et qu'est-ce que je mets en place pour qu'il reste en contact, avec la chose la plus utile que j'ai envie de lui donner, avec quoi j'ai envie qu'il reparte. À partir de ce moment-là, moi je me suis dit: «Beh, tiens, qu'est-ce que c'est intéressant en fait, toute cette expérience-là» et on sort de notre, prise de parole vraiment très requinqué, très énergisé. On est très content, d'avoir partagé, un un contenu utile et on se dit: «Moi, en tant qu'entrepreneuse, je détiens quelque chose. Je sais ce que j'ai envie de faire» et je vais vous dire un petit, quelque chose d'assez personnel entre nous. Je vais vous dire souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais souvent, le métier, c'est quoi? Le métier, c'est un peu le symptôme. Le symptôme, c'est quoi? C'est quand on a nous-mêmes et puis ça, c'est aussi, parce que j'en connais des coachs, j'ai beaucoup, beaucoup de collègues, coachs professionnels certifiés et qui, pour la plupart, suivent cette route-là d'accompagnement parce qu'ils ont à un moment donné, eux-mêmes, suivi une route thérapeutique. Quand je dis thérapeutique, ça peut c'est pas forcément vraiment dans la maladie, mais c'est dans, comment est-ce que j'ai bravé une telle difficulté et comment est-ce que j'ai envie d'apporter ça aux autres. Pour ma part, c'était le cas. La prise de parole en public a pris tout à fait sa force en moi. Elle a pris sens et je me suis dit que ça ne pouvait être que ça, que ce que j'ai envie de faire. Parce qu'au début, on a des difficultés parfois à trouver sa voie, à se dire: «C'est vraiment exactement ce que j'ai envie de faire». Mais je connais ça aussi et ça, je pourrais être excellent dedans. Je pourrais, enseigner, par exemple, les langues, je pourrais, voilà ce que je sais faire, voilà je dans quoi je suis diplômée. Pour moi, la prise de parole en public, elle a pris toute sa forme et tout son sens et je me suis dit: «C'est là-dedans que j'ai envie de faire, c'est là-dedans que j'ai envie de consacrer ma vie, de pouvoir donner à toutes ces personnes la possibilité de braver cette, difficulté qui pour eux peut vraiment parfois devenir vraiment tu te dis: «Non mais c'est impossible, c'est vraiment pas faisable, mais tu connais pas ma réaction, tu sais pas comment mon corps il réagit, ou alors: «Non, c'est pas nécessaire, j'ai parlé avec le cœur». Oh combien de personnes j'ai entendu qu'ils ont parlé avec le cœur, ils ont complètement à mon sens, hein, quand on est expert en communication, on comprend tout de suite parler avec son cœur, donc sans structuration, sans qu'il y ait une posture, du corps, sans qu'ils ont, compris, comment est-ce que je peux accrocher, la tête, par exemple, collée aux pieds. Vous savez, quand la tête est complètement collée aux pieds, qu'on n'arrive pas à la relever pour regarder notre public. Ou alors quand, je garde ma tête complètement dans le ciel parce que j'essaie de trouver mes mots, j'ai vraiment très, très peur
d'oublier et donc je ne sais pas quoi faire. Ou alors les mains, vous savez, les mains complètement cachées dans les poches ou dans le dos. Là, quand je cache mes mains dans les dos, quand on est expert en communication, on comprend tout de suite que la personne ou n'est pas à l'aise ou qu'elle risque quelque chose ou qu'elle se sent dans un danger. Et donc là, on se dit, bah, tiens, avec quelques outils, quelques petites connexions, quelques petites informations qu'est-ce qu'il pourra exceller, mais qu'est-ce qu'il pourra faire rêver avec ce qu'il est en train de faire. Mais c'est génial son projet. Si seulement il pouvait le parler d'une manière plus intelligente, plus accrochante, qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça? Quand ça a pris forme, et pour moi ça a pris tout son sens dans ma vie, j'ai décidé de me lancer dedans. C'est vraiment sympa. En même temps, c'est difficile. Se lancer, trouver sa voie, mettre en place un nouveau produit, l'essayer, sortir, se faire connaître, c'est pas toujours facile. Par contre, moi, ce qui m'a, on va dire, sauvée de grandes angoisses ou de grands stress liés à l'entrepreneuriat à ce moment-là, c'était de me rappeler tout le temps: «Pourquoi est-ce que je le fais?» Le pourquoi. Moi, je sais maintenant pourquoi est-ce que je le fais. Ce qui est parfois difficile à mettre en place, c'est la sérénité au quotidien. Quand il s'agit de la sérénité au quotidien, j'ai décidé de mettre mon travail au service de ma vie personnelle et pas ma vie personnelle au service de mon travail. En tout cas, c'est ce que j'essaye de me rappeler souvent quand je m'engraine, vous savez, quand on est, entrepreneur et qu'on veut absolument trouver tout le temps des belles idées et qu'on veut absolument, être tout le temps, dans la productivité, dans l'agrandissement. Je veux monter encore. Mais dis-toi que la plus grande des réussites, c'est quand ton travail continue à servir ta vie personnelle. Ça, c'est la première chose et vraiment la plus énorme qui m'aide à mettre en place un esprit, on va dire, plutôt serein au quotidien. Et ce qui revient, dans ce chemin et souvent même chez mes clients et clientes, c'est cette fameuse question d'alignement. Parce que dans la parole, il y a toujours ces mots qu'on est en train de prononcer et qui prennent beaucoup sens dans ce qu'ils apportent à notre vie. C'est-à-dire, vous savez le petit, dialogue qu'on mène avec soi-même, les petits mots qu'on se dit à soi-même tous les jours au quotidien. Quelqu'un par exemple qui a quitté son travail et qui, très triste, eh bien, on n'a pas voulu de moi, j'ai finalement quitté, voilà, ça se passe pas bien, oh là là, le chômage, il continue à ruminer et à répéter des phrases négatives. Sauf qu'il y a 6 mois, cette personne, elle disait quoi? Elle disait que son travail ne lui correspondait pas du tout, que, ça lui permettait pas de déployer toute son intelligence, que, qu'est-ce qu'il aimerait en fait arrêter ce travail-là pour pouvoir avoir d'autres chances et ainsi de suite. Mais si toi, tu as envie d'améliorer ta vie, utilise d'abord l'amélioration par le langage de ce que tu utilises toi, d'abord avec toi-même et toi avec les autres. Parce que ce qu'on dit, c'est nous. Ce qu'on dit pas, c'est nous aussi. Tous les mots qu'on utilise, ça fait partie de notre personnalité et ils fonctionnent et ils façonnent un peu. Ils fonctionnent directement sur notre cerveau et ils façonnent un peu aussi notre manière de vivre. Vous savez, quand on a des difficultés, par exemple, que ça soit par rapport à la prise de parole en public ou par rapport à d'autres domaines, quand on dit: «Bah, c'est une grande difficulté, je ne sais pas comment je vais m'en sortir», c'est difficile. Donc tu es en train de dire à ton cerveau que c'est difficile. Mais quand tu remplaces le mot difficile par le mot épreuve ou par le mot, défi, c'est un défi, tu sais? C'est la même chose, hein, défi et difficulté, finalement. Mais quand tu dis difficulté, eh bien, tu envoies des ondes négatives à ton cerveau et quand tu dis défi, bah, tu lui dis: «Bah, tu es finalement un courageux face à quelque chose que tu peux monter, face à quelque chose que tu peux surmonter» et forcément donc ça devient quelque chose d'appréciable et tu mettras en place toutes les stratégies, et tout ce que tu as comme moyens et toutes tes ressources pour pouvoir le réussir. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, d'abord utilisez les mots avec vous-même. Les mots que vous utilisez à l'intérieur de votre tête va affecter énormément votre travail, votre façon de vivre, votre personnalité et votre entreprise. Les mots que vous utilisez de vous face aux autres vont aussi façonner votre estime de soi, votre
image et ils vont faire de vous, ce que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Et c'est OK si ça correspond pas à 100%, mais c'est bien de le travailler, de toujours choisir ses mots. C'est ce qui construit en tout cas la base, le b.a.-ba de la confiance en soi, le b.a.-ba de ton image vers toi-même. Quand tu vas répéter tous les jours: «Je ne suis pas faite pour, je ne suis pas fait pour, je ne suis pas, à l'aise dans ça, c'est pas mon fort, c'est pas ma zone de génie», et ben, ça restera pas ta zone de génie et tu n'apprendras jamais à en braver. Jamais tu pourras le faire. Oui, tu resteras toujours quand tu dis: «J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça», le mot «j'aimerais», ça veut dire qu'il restera dans le souhait ou dans le rêve et que tu passeras pas à l'action. Au lieu de «j'aimerais», dis je veux faire ci, je veux faire ça et ajoute une date ou un temps derrière pour pouvoir le mettre en place. Et dans tout ça, qu'est-ce qui sort? Quand je dis, quand je ressens, quand je fais, quand je pense quelque chose, c'est ce qu'on appelle la fameuse quête de l'alignement. Ça revient toujours dans mes accompagnements, ça revient toujours dans ma vie aussi, moi, personnelle. C'est très lié à la prise de parole en public, encore une fois. Cette fameuse recherche d'alignement chez la vie d'un entrepreneur. Pourquoi parfois on reste un peu, on va dire, sur le même niveau et on n'arrive pas à augmenter notre niveau ou notre level dans notre travail? C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Ce blocage-là, il peut être un manque d'alignement dans notre vie. C'est quoi un alignement? Un alignement, c'est vraiment un conseil que je peux sortir de cette conférence à vous dire: cherchez toujours et restez très attentif à votre alignement. Est-ce que vous êtes aligné? Quelqu'un vous a demandé cette question-là. Ça veut dire quoi être aligné? Il y a 4 choses qu'un être humain peut faire. Il peut penser, donc il a ses pensées dans la tête, les choses qu'il croit ou auxquelles il croit. Il y a ses sentiments liés à ces pensées-là. Il a ses dires, donc tout ce qu'il peut dire et prononcer et sortir de sa bouche, et il a ses actions. Un être humain, donc, est un être humain le plus aligné possible quand ces 4 domaines se rapprochent le plus possible. Quand ces 4 domaines sont très loin l'un de l'autre, donc si ce que je dis est très loin de ce que je fais, c'est qu'il y a un manque d'alignement dans ma vie personnelle. Si ce que je dis est très loin de ce que je ressens, il y a un manque d'alignement dans ma vie personnelle entrepreneuriale. Et si ce que je dis et ce que alors c'était je fais, je ressens, je pense et je dis. Si ce que je dis est différent de ce que je pense, encore une fois, il y a un manque d'alignement. Dans le monde de l'entrepreneurial, très généralement et dans la gestion de ton entreprise et pour vraiment pouvoir aller de l'avant et monter en level dans ton entreprise, l'idéal, c'est d'être aligné à 100. C'est vraiment ce qu'on essaye en tout cas d'avoir idéalement et de travailler au fur et à mesure et de se poser ces fameuses questions liées à l'alignement. Est-ce que mes émotions aujourd'hui, ici et maintenant, sont dans la même phase de ce que je prononce, de ce que je sors comme mot? La manière dont je me suis présentée en tant qu'auto-entrepreneuse devant, je ne sais pas moi, un incubateur ou un investisseur. Est-ce que j'étais bien? Est-ce que j'étais émotionnellement dégagée, contente, heureuse, apaisée? Quand j'ai prononcé ces mots-là, est-ce que c'est des choses que je fais dans ma vie ou pas? Est-ce que ça reste des mots? Et derrière, dans les backstage, vous savez, dans les coulisses, est-ce que ce sont des choses que je passe à l'action et que je pratique et que je fais vraiment? Il y en a, vous savez, qui me demandent par exemple, est-ce que le jour de ma présentation, il y a un code à respecter, un code vestimentaire. Parfois, ça arrive, vous savez, dans les plateformes TEDx, par exemple, si vous connaissez les plateformes TED, c'est des plateformes de prise en parole en public pour présenter une idée en 15 ou 20 minutes. Eh bien, il y a un code vestimentaire en général à respecter. Il y en a qui me demandent: «Mais Faiza, dis-moi, est-ce que ce jour-là, je peux porter, par exemple, telle ou telle marque? De quelle manière est-ce que je peux m'habiller? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu me conseilles?» Eh bien, OK, si tu as envie de porter une marque ce jour-là, parce que tu te sens aligné avec cette marque-là, mais moi, la première question que je pose, est-ce que cette marque-là, toi, tu la portes au quotidien? Est-ce que tu te sens aligné avec ça? C'est OK si c'est oui. Si c'est pas oui, eh bien, tu seras pas toi le jour où tu vas présenter, tu seras pas toi en part entière. Tu auras un petit plus. Ce petit plus peut altérer ton état.
peut te mettre dans une zone où tu n'es pas vraiment toi naturellement. Parce que oui, les speakers mondiaux, ils ont changé le monde avec leurs paroles, avec, vous savez, un mot parfois, on peut opérer un changement énorme ou minime parfois, qui devient énorme par la suite chez notre public. Mais pour opérer ce changement, il faut absolument qu'on soit nous-mêmes. Jamais je conseillerais, par exemple, de prendre des outils et des techniques qu'on copie-colle dans notre présentation parce qu'un speaker X a utilisé ça ou parce qu'un speaker Y a fait ci. Eh bien, tiens, on prend ça, ça a très bien marché, ça a cartonné. Eh bien, on va coller cette technique-là à ta présentation et ça va cartonner. Ben non, peut-être que ça va foirer. Parce que peut-être un X ou un Y, il a un sens de l'humour très naturel chez lui et qu'il a pu l'utiliser lors de sa présentation. Eh bien, ça a cartonné. Dis-toi que si tu utilises la même technique humoristique que lui, peut-être que ça peut foirer. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas en alignement avec toi-même, avec ta personnalité, ton état d'être, ta manière, etc. Être en alignement, c'est pour moi un socle et une quête en continu que je ne peux pas mettre de côté jamais de la vie en fait. Il faut vraiment, pour moi, rester toujours en quête d'alignement et recherche totale de sincérité, d'authenticité. Ça reste comme ça, à mon sens. Pourquoi je parle de ça? La dimension parole, les mots qu'on utilise, c'est le vecteur, on va dire, le plus clair. Bien sûr que les actions, ils montrent forcément nos intentions quelque part, mais les mots, on va dire, c'est un peu du flagrant moyen de montrer notre état intérieur. Quand on parle, on communique de nous, on sort ce qu'on a envie de sortir, ce qu'on a envie de montrer, et quand on ne parle pas, eh bien c'est pareil. On est ce qu'on dit, encore une fois, je le répète, et on est ce qu'on ne dit pas. Donc, je cherchais toujours cet alignement-là, persévérer tout le temps quand on est en auto-entreprise, persévérer, continuer à chercher, posez-vous tout le temps des questions, aidez-vous si vous avez le moyen et la possibilité par des professionnels parce que ça vous fait gagner 2 choses. La première chose, c'est le temps qui est super précieux parfois et qui a beaucoup de valeur dans la vie d'un auto-entrepreneur. Et la deuxième chose, c'est que vous allez forcément gagner en outils et en techniques, chose que vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir si vous entamez le chemin tout seul. Toujours quand on est à plusieurs, on est plus intelligent parce qu'on va profiter de l'intelligence collective. Et pour finir, tout ce que je peux vous dire moi aujourd'hui, c'est qu'il faut garder en tête que tout le monde peut prendre la parole en public. Si les personnes que j'ai connues ou si moi-même déjà pour commencer, j'ai pu prendre la parole en public, c'est que tout le monde peut réussir à le faire. J'ai suivi des souffrant de phobie sociale. J'ai suivi une autiste qui a pu finaliser, terminer et carrément publier une vidéo en parlant de son produit et en parlant de son parcours entrepreneurial. J'ai pu aussi, j'ai eu le plaisir de suivre des personnes qui avaient une grande charge émotionnelle qui n'arrivaient pas du tout à gérer quand ils sont face à leur public. Ça s'apprend et ils ont terminé et ils ont tous pu continuer à mettre ça en place. Donc, je regarde en même temps les questions. OK. Très bien. Donc, pour finir, je finalise donc la conclusion et je prends bien sûr avec plaisir les questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, gardez en tête que vous pouvez tout à fait prendre la parole en public, quoi qu'il en soit en fait, la problématique ou la difficulté que vous pourriez rencontrer. Le deuxième point, c'est qu'il est hyper important, voire même primordial, de pouvoir gérer et de pouvoir maîtriser cette compétence. Et moi, je n'appelle pas ça, vous savez, en anglais, on appelle ça les soft skills. Pour moi, c'est pas des soft skills, c'est des human skills. C'est des compétences de base que n'importe quel être humain
doit jouir en fait avec l'utilisation et de pouvoir être à l'aise face à son entourage. Vous savez, parfois même on a des difficultés quand on est auto-entrepreneur à faire adhérer notre entourage, que ce soit familial ou très proche, à notre projet. Parfois on en a besoin et si on n'arrive pas à utiliser les mots justes, on n'arrive pas à l'avoir. Ne serait-ce que ça. Et le troisième point, recherchez tout le temps votre alignement. Essayez tout le temps de vous poser des questions. Est-ce que ce que je ressens, il est aligné avec ce que je dis, il est aligné avec ce que je pense et est-ce qu'ils sont tous alignés avec ce que je fais aujourd'hui pour que votre entreprise soit tout à fait à l'explosif et soit vraiment, on va dire, la fleur du printemps dans votre vie parce que plus vous êtes vous-même, plus vous allez continuer dans une lignée très claire et qui donne sens à votre vie et plus vous allez réussir. Avec vous aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez que la peur de prise de parole en public est innée? Moi, je pense qu'elle est innée, absolument oui. Après, tout dépend de la vie qu'on a eue, de l'expérience qu'on a rencontrée. Pourquoi elle est innée? Je vais vous expliquer comment. Vous savez, quand on dit inné, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est né avec l'être humain, ok? J'ai compris à l'envers en fait. Je suis désolée. Donc, quand on est bébé, quand on est enfant et quand on a commencé à apprendre la parole en public, ça commence, vous savez, par des cris, par des pleurs, par des gazouillements. Donc, à la base, on est créé, on est existant, si vous voulez, utilisez le mot que vous voulez, mais on est là pour pouvoir prendre la parole en public. Parce que si on ne crie pas, heureusement d'ailleurs qu'on arrive facilement et à l'aise à prendre la parole en public, pour se faire comprendre nos besoins. L'enfant, le bébé, on lui a pas inculqué, on lui a pas expliqué d'une manière mentale comment est-ce qu'il devait crier pour avoir à manger. Heureusement qu'il criait naturellement pour avoir à manger. Donc, d'une manière innée, tout le monde a été fait pour prendre la parole en public. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois qui passent dans sa vie, que ce soit dans la scolarité ou dans le domaine familial, vous savez, quand l'enfant commence à, je sais pas, chouiner, crier, répéter les mêmes mots, il commence à devenir un petit peu ce qu'on appelle l'enfant, oh là là, l'enquiquineur, machin. Qui est l'enfant le plus apprécié d'ailleurs dans une classe chez la maîtresse? C'est l'enfant le plus lisse. C'est l'enfant le plus silencieux. C'est celui qui ne pose pas de questions. C'est celui qui est le plus calme possible. Et qui est la personne la plus détestable dans un avion pendant un grand vol? C'est le bébé qui pleure, c'est l'enfant qui va faire des allers-retours, qu'on va entendre des questions, des demandes sans cesse, etc. C'est là où commence le rôle négatif de la société dans notre croyance euh, qui, une fois adulte, ça y est, on aura compris à un moment donné que la prise de parole en public, elle n'est pas faite pour nous. Mais ça reste des injonctions sociétales et familiales. Vous savez, quand on est enfant aussi, quand on est autour d'une table et qu'on discute d'un grand sujet familial et qu'on lui dit « mais non, toi, tais-toi, on n'a pas demandé ton avis. Toi, tais-toi, tu dis n'importe quoi. » Quand on a répété à un enfant une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de fois, tais-toi, on n'a pas demandé ton avis, c'est n'importe quoi, ou alors on se moque, ou alors on le prend pour un ignorant, et bien tout ça, ça va braquer tout simplement et tout doucement jusqu'à arriver à un stade où il va croire à 100% que parler en public, c'est du ridicule. Et ça fait de lui une personne inférieure et qu'on commence la boucle qui constitue un être humain effrayé. Un exemple tout simple au collège, quand un enfant est très dissipé, il est en train de parler avec ses amis dans la classe et qu'il n'a pas fait attention, qu'il n'a pas fait gaffe à ce que sa maîtresse vient d'expliquer, d'accord? La maîtresse, elle peut aussi être d'une très bonne intention et elle peut partir sur l'intention de vouloir faire comprendre à cet élève-là qu'est-ce qu'elle vient de dire est vraiment important, est vraiment intéressant. Alors, elle fait quoi? Elle, dans son réflexe de bienveillance, de son point de vue, encore une fois, elle va demander à cet élève-là qu'est-ce qu'il vient d'entendre de sa part. Lui, il comprend quoi? Il comprend que la maîtresse est en train de le mettre dans une situation très gênante et que parler en public, c'est quelque chose de l'ordre de la poubelle, quoi. C'est vraiment quelque chose de très négatif et
la croyance d'échouer la parole en public ne cesse que grandir. J'espère que j'ai répondu à cette question. N'hésitez pas à me contacter en privé si c'est possible. Du coup, la deuxième question, comment expliquez-vous le tremblement de voix en prenant la parole en public? Le tremblement de la voix est de l'ordre du stress lié à la prise de parole en public. Le stress, c'est une réaction on peut plus naturelle. Heureusement qu'on stresse, c'est très lié à ce mécanisme naturel chez l'être humain de défense te met dans un état. Alors, il nous le faut pour être en sécurité. Il nous faut avoir peur pour pouvoir courir. Il nous faut avoir peur pour pouvoir se protéger. Il nous faut avoir peur pour ne pas se sauter d'un balcon très haut, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Il se passe que il y a des hormones, donc bien sûr, c'est un sujet à part entière qui prend parfois 1 heure à expliquer et à mettre en évidence. Ce que je peux dire en 2 mots, c'est que c'est très naturel. Le tremblement de voix, ça se maîtrise, ça se travaille. Il faut que je vois en fait à quel niveau il vient, quand est-ce qu'il vient exactement. Et à partir du moment où on a compris, on met en place des stratégies afin de pouvoir l'améliorer et mettre des exercices vocaux et des exercices de tonalité qui puissent être au contraire bénéfiques pour ta présentation. Donc, tous les signes en fait du stress, j'en connais un paquet. Je peux vous jurer que j'en connais un très très bon paquet. Je les connais par cœur et ils se travaillent tous, sauf si vous avez bien sûr décidé de le travailler. La voix tremblante, le corps qui fait des réactions parfois, vous savez, ça fait même des réactions digestives. Parfois, ça fait des réactions de sueur énormes qui sont vraiment incontrôlables. On a parfois des tremblements dans les mains, des tremblements dans les jambes. Parfois, on n'arrive pas à tenir debout et tout ça, ça fait partie du stress lié à la prise de parole en public. J'essaye de lire en même temps vos questions. Ok. Pour la troisième et dernière question, y a-t-il des exercices à faire pour sortir de cette peur de prise en parole en public? Yes, bien sûr qu'il y en a plein et un paquet d'exercices à faire. Ce que je peux vous conseiller rapidement, c'est d'abord essayer d'identifier l'endroit ou l'entourage qui vous fait le plus, on va dire non, le moins de stress possible et qui vous évitez vous le plus. Quel est l'endroit ou l'entourage que vous évitez le plus et qui pour vous est le moins stressant dans votre situation, le moins stressant possible et acceptez de faire face, acceptez d'aller le faire, d'aller vous sentir usé et d'aller dans la pratique et il faut aller par étapes. N'allez pas, par exemple, si vous êtes un grand peureux ou une personne qui souffre de phobie, par exemple, par rapport à la prise de parole en public, ne commencez pas à parler avec, je sais pas moi, une salle de 1000 personnes. Commencez doucement, commencez par un petit groupe de 7, commencez à aller aborder votre voisin que vous ne connaissez pas, ou alors à aller contacter un collègue que vous ne connaissez pas forcément. Essayez tout ça, accueillez vos sentiments, vos émotions, et aller de l'avant à chaque fois en montant en échelon par rapport à l'expérience. Mais il faut accepter à chaque fois, accepter l'expérience en allant par étapes. Et si vous avez besoin d'aide, je reste bien sûr à votre disposition. Donc voilà, j'étais très contente et vraiment à l'aise. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Ce fut un plaisir de pouvoir partager tout ce que je connais. Bien sûr, à bientôt. Je ne sais pas si je suis toujours écoutée. Je vous dis au revoir et à bientôt.